et point de vigilance sur l'évolution de la convention collective qu'on appelait ex-animation, donc on va habituer à appeler éclat, et avec, bon là c'est un temps relativement court, mais attirer l'attention sur les principaux impacts, j'allais dire, qui vont se mettre en place très rapidement et qui vont peut-être devoir demander aussi un peu de régularisation dès 2022. Donc nous aurons deux personnes, Audrey Moreau, qui est plutôt spécialisée sur la partie paye et tout ce qui va être sur l'administration de la paye, et notamment sur cette convention qu'elle maîtriserait bien, je pense. Et Anne-Sophie Juelzer qui nous parlera peut-être plus de la partie droit social et des impacts, des réflexions aussi sur des avenants, on verra, qui vont être abordés. Donc simplement sur la méthode de présentation, donc cette heure va être enregistrée. Il est plutôt proposé, donc les micros sont fermés. Si vous avez des questions, de les poser au fur et à mesure sur la partie chat de la présentation ou à la fin. L'idée, c'est d'avoir au moins une dizaine de minutes en fin d'heure pour pouvoir y répondre. Voilà, et donc écoutez, merci, merci à tous pour vous être connectés. Et puis Audrey, je te laisse la parole tout de suite. Merci Laurent. Donc effectivement, on va vous présenter aujourd'hui un avenant de la convention collective éclat, puisque le 1er octobre 2020, les partenaires sociaux de cette branche ont constaté que les dispositions conventionnelles qui étaient appliquées actuellement au niveau de la rémunération se heurtaient à des difficultés d'adaptation et de prise en compte de situations particulières professionnelles spécifiques. Donc, sur ce constat, ils ont créé un avenant qui est l'avenant numéro 182 et qui va donc impacter et modifier le système de rémunération et le système de classification. Je peux pas changer. Donc, du coup, ce nouveau dispositif, il vise à valoriser déjà l'avantage les bas salaires, de mettre en valeur la maîtrise professionnelle, de reconnaître la polycompétence. Alors, on verra plus loin qu'on parlera plus de plurivalence, ce qui est à peu près qui est pareil en fait, et puis d'améliorer l'évolution et la progression de la grille de classification. Donc, qu'est-ce qui va changer en pratique? À partir du 1er janvier 2022, on aura deux valeurs de points différentes. La suppression de certains dispositifs et puis des évolutions qui vont aussi prendre effet au 1er janvier 2022. Donc, tout ça, on va dérouler ces règles dans ce webinaire. Alors, pour commencer, un petit rappel, au 1er janvier 2021, tous les coefficients 245 du groupe A et des animateurs techniciens du niveau 1 étaient passés donc à 247 points. Et qu'est-ce qui va changer au 1er janvier 2022? Cette fois, ce sont les coefficients du groupe B et des professeurs niveau 2 qui vont, eux, augmenter de 2 points et donc qui vont passer de 255 à 257 points. Ensuite, il y aura un petit changement sur les points d'ancienneté. Donc, ça sera plus 4 points tous les 24 mois, mais ça sera 2 points tous les 12 mois. Donc, ensuite, il y aura la prise en compte de la maîtrise professionnelle, la reconnaissance des situations d'emploi, la prise en compte de la réalité des postes au sein de la grille de classification, un élargissement de la reconstitution de carrière et puis la double valeur de points qui va être mis en place. Alors, tout d'abord, au 1er janvier 2021, on avait passé les coefficients 245 à 247, donc ce qui faisait un minimum conventionnel pour un temps plein de 1 561,04 €. Attention, au 1er octobre, il y a eu une augmentation du SMIC qui du coup a engendré un SMIC plus important que le minimum conventionnel. Donc juste un petit rappel, il fallait faire un complément SMIC pour un temps plein de 28,46 € suite à cette augmentation du SMIC. On verra qu'au 1er janvier 2022, ce complément SMIC n'aura plus lieu d'être puisqu'il y a eu une augmentation des valeurs de points. Alors maintenant, on va comprendre le nouveau dispositif de rémunération et ce qui va changer au 1er janvier 2022. Alors tout d'abord, au niveau des groupes et des coefficients. Donc comme je vous l'ai annoncé précédemment, le coefficient 257 va passer au coefficient, le coefficient 255, pardon, va passer au coefficient 257. Il y a deux nouveaux groupes qui ont été créés.
la lettre E qui correspond au coefficient 325 et la lettre J qui correspond au coefficient 500. Donc ces deux coefficients n'existaient pas aujourd'hui dans la branche éclat. Et puis le statut assimilé cadre qui n'existera plus et qui concernait donc les coefficients à partir du 375. Alors, une nouvelle grille de classification. Jusqu'au 31 décembre 2021, on appliquait donc la grille avec des coefficients et des groupes et le statut assimilé cadre. Sur le PowerPoint, vous pouvez voir tout ce qui est en rouge. Au 1er janvier 2022, c'est tout ce qui va changer. Donc, le groupe B avec un coefficient à 257. Et puis, le groupe E, qui avant avait un coefficient à 350 et qui là aura un coefficient à 325. Alors, on verra un petit peu plus loin comment on va gérer ce changement de coefficient. Plus de statut donc assimilé cadre qui est supprimé. Et donc, les cadres qui seront concernés à partir du coefficient 375. Donc, en fait, cette nouvelle grille de classification va un petit peu décaler par rapport aux groupes et aux coefficients qui ont été mis en place. Donc, en résumé, augmentation de 2 points pour les groupes A et B, les niveaux 1 et 2. Pas de changement, en revanche, pour les groupes C et D. Et par contre, pour les groupes à compter de la lettre E, il va y avoir donc un impact puisque ceci va décaler les coefficients de la grille de classification. Donc, si le nouveau coefficient d'un groupe est inférieur, on reverra un petit peu plus loin par Anne-Sophie Schweitzer qu'il faudra effectuer des amenants au contrat de travail. Et puis, s'il y a une attribution de points complémentaires parce qu'il va falloir maintenir la rémunération que le salarié avait acquis au 31 décembre 2021. Et donc, on appliquera une valeur de points V2 et on va y revenir dans quelques instants pour vous expliquer cette double valeur de points. Si cependant vous avez un nouveau coefficient d'un groupe supérieur, il faudra modifier la rémunération et aussi effectuer un amenant au contrat de travail. Alors, qu'est-ce qui va changer au niveau de la rémunération? Donc, comme je vous l'ai annoncé, il va y avoir déjà deux valeurs du point. On va parler de V1 qui va être fixé à 6,45 € à partir du 1er janvier 2022 et on parlera de V2 qui va être fixé à 6,37. Donc, qu'est-ce qui change? C'est qu'il y a une nouvelle formule de calcul qui va s'appliquer. Aujourd'hui, vous aviez un coefficient, appliqué à une valeur de points, ça vous donnait un minimum conventionnel à appliquer. À partir du 1er janvier 2022, il y a forcément le coefficient 247 multiplié par la valeur V1 qui va engendrer un minimum conventionnel de branche. Plus ensuite, on va faire la différence entre le coefficient appliqué au salarié moins le 247 et qu'on va lui appliquer donc la valeur V2. Et ça va donner le salaire de base mensuel brut global du salarié. Alors, je vous ai mis un petit exemple en bas de ce PowerPoint. Si aujourd'hui vous avez un salarié qui est embauché au coefficient 280, et bien donc on va déjà calculer ce que fait 247 par la valeur du point V1, plus la différence de 33 points, donc qui est la différence entre le 280 moins le 247, et on appliquera donc une nouvelle valeur de points, 637, qui sera la V2. Bien entendu, on proratisera ces montants si les salariés sont à temps partiel. Voilà, donc ça, c'était au niveau de la rémunération de base et c'est un premier changement qui va intervenir. Ensuite, au niveau de la reconstitution de carrière. Donc, les salariés qui avaient eu un emploi au sein de la même branche éclat ou alors dans l'économie sociale et solidaire pouvaient bénéficier de points de reconstitution de carrière dans la limite de 40 points. Aujourd'hui, ça a été un petit peu étendu, c'est-à-dire que si le salarié a travaillé au sein d'une structure privée ou publique pour le même emploi, il peut bénéficier aussi de points de reconstitution de carrière. La prime de reconstitution de carrière aura comme application la valeur de points V2. Ensuite, en ce qui concerne la prime d'ancienneté,
Donc, on attribuait 4 points tous les 24 mois aux salariés. Bien entendu, ça s'applique à la date d'anniversaire du contrat. À partir du 1er janvier 2022, au lieu d'attribuer 4 points tous les 24 mois, on attribuera 2 points tous les ans. Donc, les points qui étaient acquis précédemment, ils vont continuer d'augmenter. Il faut bien faire une ligne distincte sur le bulletin de paye de la prime d'ancienneté. La proratiser, bien évidemment, en cas de travail à temps partiel, et c'est le montant de l'indemnité qui doit être proratisé et non pas le nombre de points. Et on appliquera la valeur du point V1 à 6,45. Un petit exemple dessous, Monsieur X a été embauché à temps plein le 1er septembre 2020. Il n'a donc à ce jour aucun point d'ancienneté. Au 1er septembre 2022, il se verra attribuer 2 points d'ancienneté. Madame Z, quant à elle, a été embauchée le 1er février 2013 à 26 heures par semaine. Elle avait donc acquis 16 points d'ancienneté. Sa prochaine acquisition de points aura lieu le 1er février 2022 et elle se portera à 18 points, bien entendu proratisés par rapport à son temps de travail. Alors, pour les salariés qui étaient concernés sur la prime de coupure, donc c'était 3 points attribués en cas de coupure journalière de plus de 2 heures ou en cas de plusieurs coupures dans la journée. L'avenant 182 n'a apporté aucune modification par rapport à cette prime de coupure, donc qui continuera à s'appliquer. Par contre, on appliquera une valeur de points V1. L'indemnité temps partiel, aucun changement non plus par rapport à l'avenant 182. Donc, c'est toujours une indemnité de 7 points pour les salariés dont leur contrat est inférieur à 24 heures par semaine et qui n'est pas proratisé en cas de travail à temps partiel. Et la valeur du point appliqué sera la valeur du point V2. Certaines structures appliquent des points complémentaires. Donc là, on verra un petit peu plus loin qu'il faudra revenir sur cette attribution de points complémentaires et comprendre à quoi correspond dans chaque structure cette application. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si c'est des points complémentaires qui ne seront pas concernés par certaines dispositions de l'avenant 182, l'employeur pourra attribuer la valeur du point qu'il le souhaite, en respectant bien sûr une égalité de traitement entre les salariés. Alors, le déroulement de carrière qui donc a été mis en place en 2013, donc, se voit aujourd'hui supprimé. Il n'y aura plus d'acquisition de points de déroulement de carrière à partir du 1er janvier 2022. Par contre, on garde bien sur les bulletins la ligne du déroulement de carrière. La valeur du point appliquée sera la valeur V2. Et si la valeur du point venait à changer, il faudra bien continuer à appliquer la valeur de point qui a été modifiée sur cette ligne de déroulement de carrière. Mais il n'y aura plus d'attribution de points à partir du 1er janvier 2022. Et la nouveauté de cet avenant numéro 182, c'est la prime en cas de plurivalence. Alors, la plurivalence, on dit c'est plusieurs valeurs. C'est-à-dire que c'est un salarié qui peut être amené à effectuer des missions ou des tâches qui relèvent de plusieurs groupes ou d'emplois différents qui appartiennent au même groupe. Donc, on va parler de plurivalence verticale lorsque les fonctions relèvent de 2 groupes distincts de classification et de plurivalence horizontale lorsque le salarié effectue des fonctions mais qui correspondent au même coefficient de classification. Donc, un petit tableau pour vous présenter comment calculer cette indemnité de plurivalence. Donc, en fait, si l'activité salariée correspond à moins de 20% de son temps de travail contractuel, sur un coefficient du même groupe, il n'y aura pas d'indemnité. Sur un coefficient supérieur, il faudra calculer une indemnité qui sera égale à la moitié de la différence entre le coefficient appliqué et le coefficient du groupe supérieur. Et puis, si les activités représentent plus de 20% du temps de travail contractuel, donc sur les coefficients du même groupe, eh ben, il y aura une indemnité égale à 2% de son coefficient. Et si c'est une affectation
permanente, il faudra rattacher le salarié au groupe supérieur. Si maintenant c'est une affectation exceptionnelle ou temporaire, il faudra une indemnité qui est égale à la différence de points entre le coefficient supérieur et le coefficient inférieur. Alors, un petit exemple, par exemple, si vous avez une secrétaire qui est embauchée au coefficient 280 et qui effectue des missions un petit peu, par exemple, de comptabilité pour aider la personne de la comptabilité, qui a un coefficient, par exemple, un coefficient 300, eh ben, on calculera, on fera la différence entre le coefficient 300 et le coefficient 280, donc ce qui fait 20 points, et on divisera par 2 pour lui payer une indemnité de 10 points complémentaires par rapport à cette plurivalence. Donc cette indemnité, elle sera versée mensuellement sur le bulletin au prorata du temps de travail. En cas de cessation de la situation, l'indemnité disparaît. Et en cas de dispositif de même principe, il faudra retenir la situation la plus favorable pour le salarié. Et c'est pour ça que tout à l'heure, sur les points complémentaires, je vous ai dit qu'on allait revenir dessus, parce qu'effectivement, il se peut qu'aujourd'hui, des associations indemnisent par forme de points complémentaires des salariés qui effectuent des missions autres que ce qui est prévu dans leur fiche de poste. Et ben c'est là où en fait il va falloir vérifier ces missions, comment elles sont effectuées, quel est le pourcentage de temps de travail qui est appliqué sur ces missions, de façon à payer une indemnité de plurivalence. Alors, je vous ai présenté un petit modèle de bulletin issu de l'avenant numéro 182, un modèle donc tout simple aujourd'hui pour un salarié qui a temps complet, un coefficient 280 et qui a été embauché le 1er mars 2012. Donc, le salaire de base, il va être, comme on l'a vu précédemment, séparé en deux. Aujourd'hui, l'avenant 182 ne précise pas forcément que cela soit fait sur deux lignes distinctes, mais du moment où il y a deux valeurs de points différentes, il est peut-être préférable de séparer ce minimum sur le bulletin de paye pour que ça soit un petit peu plus compréhensible pour le salarié, puisque ça va avoir quand même un impact de modification sur leur nouveau bulletin. Donc voilà. Donc on a une première ligne de 247 points où on va appliquer une valeur V1. Et puis la différence entre le coefficient et le coefficient 247, où on va appliquer une valeur V2. S'il y a des indemnités de maintien de salaire, donc il y aura un nombre de points avec toujours une valeur V2. La reconstitution de carrière, qui sera indemnisée pareil sur la valeur V2. Les points d'ancienneté, donc là, je vous les ai présentés en deux lignes, mais il n'est pas nécessaire sur les bulletins de paye de mettre deux lignes. C'est juste que j'ai séparé puisque dans mon exemple, le salarié est embauché le 1er mars 2012. Donc, il a bénéficié au 31 décembre 2021 de 16 points sur la valeur V1. Prime de coupure, donc on l'a vu sur la valeur V1. Les primes en cas de plurivalence, donc quant à elles, seront payées sur la valeur V2. Et les points de déroulement de carrière acquis, donc sur une valeur de points VE, qui eux seront figés à 18 points et qui n'augmenteront plus. Et puis dans le deuxième exemple, c'est un bulletin de salaire donc d'un salarié à temps partiel qui effectue 20 heures par semaine. Sur l'ancienne classification, il était au coefficient 350 groupe E et il a été embauché le 1er janvier 2020. Donc, du coup, le salaire de base, toujours la première formule du minimum conventionnel de branche sur le coefficient 247, bien entendu proratisé par rapport à son temps de travail. Et puis, sur la deuxième ligne, on va appliquer le nouveau coefficient de la classification, c'est-à-dire le coefficient 325. Étant donné que le salarié avait un coefficient à 350, on ne peut pas donc lui diminuer sa rémunération. Donc, on va mettre la différence des 350 points à 325 points en indemnité de maintien de salaire, de façon à ce qu'il n'y ait pas de perte de salaire. Dans mon exemple, donc, je vous ai mis une reconstitution de carrière de 2 points,
Pas de points ancienneté acquis au 31 décembre 2020 puisqu'il est rentré le 1er janvier 2020. Une prime d'ancienneté de 2 points, puisque au 1er janvier 2022, il aura donc 2 points d'ancienneté. Une prime de coupure, une indemnité de temps partiel de 7 points, puisqu'il effectue 20 heures par semaine, qui n'est pas proratisée en fonction du temps de travail. Et puis, s'il est concerné par une prime de plurivalence, et là, donc, en l'occurrence, il n'a pas de points de déroulement de carrière acquis, et peut-être des points complémentaires. Donc, je vais laisser la parole à Anne-Sophie Schweitzer qui va vous présenter les recommandations en conseil social. Bonjour à tous, donc Anne-Sophie. Alors, je vais vous présenter donc les quelques points de vigilance et de recommandations à suivre pour la mise en place et la mise en application de cette avenant 182. Donc, les 3 grandes étapes qui sont recommandées pour cette mise en application, c'est préparer, informer et ou proposer et appliquer. Alors, préparer, il va y avoir un grand travail préparatoire en fait à mener avant la mise en application de cet avenant 182. Il s'agira de faire un état des lieux de l'existant. Alors, c'est quoi un état de lieu? Eh bien, c'est d'abord élaborer des fiches de poste. C'est vrai que légalement, les fiches de poste ne sont pas obligatoires, mais par cet avenant 182, indirectement, la fiche de poste va devenir un élément obligatoire et essentiel à la carrière du salarié. D'abord, l'avenant 182 nous dit que l'employeur doit s'y référer pour évaluer les éléments liés à la maîtrise professionnelle. C'est un premier point qui laisse à penser que la fiche de poste devient un élément obligatoire. Et l'avenant 182 nous dit que c'est également un outil indispensable pour l'évaluation de la plurivalence de salariés. Donc, si ça n'existe pas au sein de vos structures, il va falloir créer et établir ces fiches de poste et encore plus pour tout nouvel embauché. Il y a un nouvel outil également qui a été mis en place, notamment par Exopé, qui est l'organisation syndicale patronale, qui est le livret de parcours professionnel. Ça aussi, ça va être un élément indispensable dans la carrière du salarié. Ce livret est un livret qui va suivre toute la carrière du salarié, qui va permettre de connaître le parcours de ce salarié avant l'embauche, ainsi qu'au sein de la structure tout au long de son activité professionnelle. Et ce livret va contenir en fait tous les entretiens professionnels que le salarié va devoir mener donc tous les 2 ans avec son employeur, mais également les entretiens de maîtrise professionnelle tous les 4 ans, ce qui va permettre de faire évoluer le salarié au sein de cette structure. Et dans ce livret de parcours professionnel vont devoir être définis par l'employeur des critères d'évaluation de la maîtrise professionnelle. Donc, une fois qu'on a fait ce petit travail préparatoire, il va falloir évidemment classer les salariés selon la nouvelle grille de classification et en particulier identifier les salariés pour lesquels cette nouvelle grille va entraîner une modification du contrat de travail. Une fois que ce travail préparatoire a été élaboré, il s'agira d'informer les différentes parties prenantes de la mise en œuvre de cette nouvelle grille de classification. Donc cette information va être en tout premier lieu une information collective, alors du CSE, Comité social et économique s'il existe, peut être fait par le biais de réunions d'équipe, par exemple, de réunions de service, ou par un courrier, par exemple, qui va informer donc chaque salarié des changements dans sa globalité, dans leur globalité, de l'avenant 182 sur l'augmentation des coefficients, la valeur de points, les nouvelles modalités de calcul de la rémunération, par exemple. Donc cette information, donc, elle reste collective. Une fois l'information collective menée, il va falloir donc faire une information individuelle pour expliquer aux salariés quel est l'impact en fait de ce changement de classification sur sa situation et en fonction de cet impact, proposer au besoin des modifications de contrat de travail aux salariés concernés. Donc en clair, les changements et les modifications des contrats de travail des salariés vont intervenir à partir du groupe E. En réalité, lorsque la nouvelle classification va simplement entraîner un changement de dénomination de groupe, mais sans impact sur le coefficient ou sur la rémunération, un simple courrier d'information du salarié suffira. Par exemple, je passe d'un groupe E350 vers un groupe
F350, le coefficient reste le même. Donc, dans la mesure où mon coefficient est identique, ma rémunération reste identique. J'ai simplement changé de groupe de E à F. Ça, il s'agit d'un simple courrier d'information suffira. Je n'ai pas besoin d'obtenir l'accord du salarié sur ce point-là. En revanche, si la nouvelle classification me conduit à rattacher le salarié à un groupe supérieur qui va entraîner de fait un changement de coefficient et une augmentation de rémunération, on sera typiquement dans le cas d'une modification du contrat de travail. Donc là, il va falloir adresser au salarié un courrier explicatif et un avenant à ce contrat de travail en lui donnant un délai de réflexion suffisant pour pouvoir accepter ou refuser cette modification, étant précisé qu'il est impératif d'obtenir l'accord du salarié sur cette nouvelle classification. Alors, le délai de réflexion n'est pas fixé, ni légalement, ni dans la convention collective. La recommandation est de respecter un délai de 15 jours. Alors, le cas d'un changement de groupe entraînant une augmentation ou un changement de coefficient et de rémunération, c'est par exemple le cas où on passe d'un groupe D coefficient 300 vers un groupe E coefficient 325. On voit bien qu'on change à la fois de groupe et de coefficient. Deuxième cas qui va nécessiter un avenant au contrat de travail, c'est le cas où je vais devoir rattacher le salarié à un groupe supérieur sans pour autant que cela n'entraîne un changement, sans que cela n'entraîne un changement dans le montant global de sa rémunération. Cela va simplement entraîner un changement concernant la structure de sa rémunération. Par exemple, mon salarié était classé au groupe B300 et il bénéficiait d'une prime de fonction de 25 points ou d'une prime personnelle de 25 points. Eh bien, la nouvelle classification va me conduire à le classer au groupe E, coefficient 325. Ça ne va pas changer le montant global de sa rémunération, mais je vais devoir lui proposer un avenant à son contrat de travail pour dorénavant intégrer ma prime de fonction de 25 points dans les nouvelles modalités de calcul de sa rémunération et de son coefficient 325. Et enfin, le troisième cas où il va y avoir une modification du contrat de travail du salarié, c'est lorsque je vais le rattacher cette fois-ci à un groupe inférieur. Alors là, il y aura obligatoirement maintien de la rémunération du salarié par le versement d'un complément de rémunération. Cela étant, il va passer à un groupe inférieur. Par exemple, le passage d'un groupe E350 à un groupe E325, le coefficient baisse. Et là, il va falloir avoir l'accord du salarié, même si au niveau de sa rémunération, le montant global de celle-ci sera maintenu. Donc, il y a vraiment un travail préparatoire à faire. Et une fois que ce travail préparatoire est fait, je vais proposer donc ces modifications ou adresser ces lettres d'information aux salariés. Et à partir du 1er janvier 2022, je vais donc appliquer concrètement sur les fiches de paye cette nouvelle classification et ces nouvelles modalités de calcul de rémunération, peut-être en joignant au premier bulletin de paie une note informatique qui va décrire les éléments de rémunération pour compléter vraiment l'information du salarié. Je devrais également, à partir du 1er janvier 2022, établir des tableaux de suivi de compétences qui vont être développés par les salariés. Donc, en résumé, ce qu'il va être important de faire par rapport au salarié, c'est de lui exposer le plus clairement possible les changements de cette classification sur sa situation personnelle. Ça, c'est vraiment le point fondamental. Et matérialiser, évidemment, ce changement de classification ou ce changement de situation obligatoirement par un écrit. Alors, soit par une lettre d'information si je n'ai pas besoin de son accord, soit par un avenant au contrat de travail si j'ai besoin de l'accord du salarié, puisque cet accord est impératif en fait pour la mise en œuvre sans difficulté de cette nouvelle classification. Voilà, j'en ai terminé. Avez-vous quelques questions concernant ces changements ou cette nouvelle application de l'avenant 182 ? Alors, quelle formalisation donc allons-nous demander à nos clients pour la mise en place et le retrait des indemnités de plurivalence?
Alors, j'ai pas tellement compris. Je regarde donc avec Audrey cette question. J'ai pas tellement compris votre question, Claudie. Est-ce que vous pourriez préciser? Je ne vois pas. Alors aujourd'hui, juste sur les indemnités de plurivalence, il n'y a pas de, si je comprends bien la question, il n'y a pas de retrait de ces indemnités, hein. C'est justement qu'il va falloir demander à vos clients, demander aux clients tout simplement si vous avez sur les bulletins, pardon, excusez-moi, si vous avez aujourd'hui sur certains bulletins de salaire des primes personnelles et excusez-moi, des primes personnelles ou des points complémentaires, c'est de savoir pourquoi, à quoi ils correspondent. Et c'est là où, en fait, avec ces points complémentaires ou la prime personnelle, on va effectuer les recherches pour voir si le salarié applique un coefficient supérieur et de pouvoir verser une indemnité de plurivalence. Alors après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que souvent, on nous dit, bah, je voudrais embaucher mon salarié au coefficient temps. L'avenant 182 précise bien, et c'est là où en fait on met en valeur un petit peu la maîtrise professionnelle des salariés à leur poste, c'est-à-dire qu'il va déjà falloir faire une recherche en disant, en lui attribuant la bonne classification, c'est-à-dire à quel groupe il appartient. Si les critères de classification correspondent au groupe F, et ben dans ces cas-là, il faudra lui attribuer le coefficient qui correspond au groupe F. Donc, on part plus d'un coefficient, mais par contre, on va bien partir du groupe auquel, voilà, la lettre de classification qui déterminera par rapport à son poste du coefficient qu'il faudra mettre en place. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? En fait, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur les modèles type de fiches de poste, de notices à joindre au bulletin de paye des salariés. À ce jour, donc, où pouvons-nous trouver ces modèles? Si vos clients sont adhérents à l'organisation syndicale patronale Exopé, cette organisation a mis en ligne ou en qualité d'adhérent a créé justement toutes ces feuilles d'information, donc soit des fiches de poste type pour créer donc ce document, soit des modèles de courrier d'information, des modèles d'avenant à contrat de travail. Donc tous les clients qui sont adhérents à Exopé peuvent s'orienter vers cette organisation syndicale patronale. Aujourd'hui, Inextinso n'a pas encore mis en œuvre et établi ce type de fiche de poste, mais voilà, c'est à faire, on peut vous accompagner bien évidemment enfin, là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Savez-vous si cet avenant sera bien modélisé en intégrant le V1 et le V2 dans InexPay au 1er janvier 2022 pour que nous puissions effectuer les mises à jour? Je vais laisser Audrey parler. Alors, j'espère. J'espère effectivement que notre logiciel donc, va prendre en compte ces nouvelles mesures. Nous, de notre côté, on est en train de travailler avec la RMD de notre région pour peut-être voilà, faire remonter les dispositions qu'on aurait besoin pour la nouvelle présentation des fiches de paye. Donc, de toute façon, on va interroger la hotline pour savoir si ça va être mis en place. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on a répondu à l'ensemble de vos interrogations?
Alors, 15 jours de délai à laisser aux salariés pour valider la classification. Nous parlons du 31/12/2021 pour l'acceptation, ou le 31 janvier 2022, premier salaire de 2022. Ben, il est évident que au plus tard, c'est le 31 janvier 2022 pour que vous puissiez établir les payes avec l'accord du salarié. Je vais parler du 31 décembre 2021 si on anticipe au maximum, mais si on ne peut pas obtenir ce délai-là, ce délai est insuffisant, au cours du mois janvier, ce sera acceptable. L'essentiel est d'avoir l'accord du salarié pour pouvoir établir sa première paye. De quoi in extenso a-t-il besoin? Je n'ai pas compris votre question. Si vous pouviez préciser, Valérie. Si le salarié n'est pas d'accord, que se passe-t-il? Eh bien, on est dans une grande difficulté. Il n'y a pas de réponse donc apportée par l'avenant. Il va y avoir un désaccord, donc là, ça va être problématique. Le syndicat patronal dit qu'il va falloir appliquer quand même une classification, puisqu'il faut bien le classer, ce salarié, et lui appliquer donc la rémunération telle que l'on le pense. Mais il se peut qu'il y ait du contentieux par la suite. Voilà, soit il sera possible de saisir une commission de branche au niveau de la branche de l'animation pour se prononcer ou donner peut-être une indication quant à la classification du salarié, soit malheureusement, je crains que ça pourrait se régler devant un tribunal, je ne l'espère pas. Alors en même temps, il ne devrait pas y avoir de refus, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de changer si on le fait en cohérence, en expliquant bien au salarié, en le mettant donc voilà, en totale transparence, mettant totale transparence vis-à-vis de lui. Il y a véritablement aucune raison à ce qu'il refuse, puisqu'il n'y aura de toute manière pas de baisse de rémunération, ce n'est qu'un changement de groupe éventuel et de coefficient. Donc très honnêtement, il y a peu de chances qu'il y ait des refus. Alors, nous sommes clients. Avez-vous toutes les informations ou devons-nous vous fournir de nouveaux éléments? Alors, nous avons beaucoup d'éléments d'information. Après, je ne sais pas si vous pensez aux fiches de poste, à quels éléments vous pensez pour que l'on puisse vous aider. Nous, on a déjà pas mal d'éléments concernant votre situation, si vous êtes notre client. Voilà, et au besoin, pour la mise en œuvre, vous pouvez contacter votre gestionnaire de paye habituel qui, évidemment, se rapprochera de nous. On pourra travailler ensemble pour que cette mise en œuvre se fasse efficacement. Alors, pour établir les bulletins de paie, normalement, votre gestionnaire de paye a tous les éléments en sa possession. Il y a Audrey qui souhaite s'exprimer, je lui donne la parole. Alors, en effet, pour les bulletins de paye, tout ce qui est éléments de rémunération, prime d'ancienneté, reconstitution de carrière, tout ça, la valeur du point va changer. Aujourd'hui, pour les salariés en poste, le nombre de points ne va pas changer. Sauf effectivement s'ils changent de prime d'ancienneté. Ça, aujourd'hui, c'est fait automatiquement par les gestionnaires de paye, donc vous n'aurez rien à faire. Après, la question va surtout se poser pour les salariés qui vont être impactés par un changement de coefficient. Donc là, je pense que ce sera bien d'échanger avec le gestionnaire de paye sur ces sujets, surtout si c'est un coefficient supérieur. Et puis après, comme j'ai dit tout à l'heure, si effectivement il y a des points complémentaires qui étaient liés parce que le salarié effectuait des missions supplémentaires, et ben c'est bien d'échanger aussi avec le gestionnaire de paye et de transformer ces points complémentaires en indemnité de plurivalence pour respecter ce que le syndicat a mis en place et que les bulletins soient conformes. Alors, il y a d'autres interrogations, d'autres questions qui sont posées. Ces dispositions, j'ai perdu mon petit lien. Ces dispositions s'appliquent-elles à toutes les structures? Il me semblait que seuls les syndiqués étaient concernés. Non, ça s'applique bien à toutes les structures puisque cet avenant 182 a été étendu par un arrêté du 10 novembre 2021. Donc, au jour d'aujourd'hui, il est applicable à toutes les structures concernées qui appliquent l'animation et pas seulement les syndiqués. Ne pas confondre aménagement et modification d'un contrat de travail. Un salarié ne peut refuser un aménagement, c'est vrai. S'il refuse une modification, c'est un motif de licenciement, une procédure classique. Alors oui, en théorie, c'est un motif de licenciement, mais encore faut-il qu'on ait une raison valable de le licencier. Voilà, si le salarié refuse son changement de classification, ce n'est pas forcément un motif de licenciement valable. Il est peut-être en droit de refuser cette modification, il a peut-être des arguments à faire valoir.
avant d'envisager une quelconque modification. Là, je pense que je ne peux pas répondre de manière générale à la question. Il faut vraiment voir le cas particulier de votre situation, Sandra, pour voir s'il y a lieu ou pas de mettre en œuvre une procédure de licenciement, sachant que ça restera extrêmement délicat sur ce point-là. Les fiches de poste deviennent-elles obligatoires pour les professeurs et animateurs techniciens dans la mesure où la classification ne change pas, groupe A et B? A priori, non. Après, ça devient obligatoire uniquement pour tracer en fait les critères qui vont être nécessaires à l'évaluation de la maîtrise professionnelle en fait. C'est pour ça que les fiches de poste deviennent un élément indispensable. Donc peut-être pas les professeurs et animateurs s'il n'y a pas d'évolution de maîtrise professionnelle en particulier. Changement de classification avec indemnité de maintien de salaire. L'indemnité est-elle prise en compte pour la retraite? En principe, oui, puisque c'est un élément de salaire. Donc tout élément soumis à cotisation de salaire, constitutif de salaire, est pris en compte pour la retraite. Ah, ce n'était pas une question. Très bien, Sandra. Mais elle était juste votre observation. Avez-vous d'autres questions? Non. Écoutez, je pense qu'on a répondu à tout le monde. J'espère ne pas avoir oublié quelqu'un. Je regarde si j'ai oublié quelqu'un, mais a priori, non. Je regarde. Madame Moreau, je reprends un dossier MJC en janvier 2022. Avez-vous un numéro de dossier que je pourrais prendre pour mon paramétrage? Alors, je note votre nom et puis je reprendrai contact avec vous pour échanger sur le dossier. Bien, écoutez, merci Audrey, merci Anne-Sophie. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose, on a été un peu plus rapide que prévu, qu'on arrête là. Donc pour ceux qui ont demandé le support, bien entendu, il vous sera envoyé, il n'y a pas de souci. De toute façon, le webinaire est également enregistré, donc il y a possibilité de revoir, et notamment s'il y a des tableaux qui vous ont marqué, de revenir dessus. Voilà, un petit mot de la fin, ou Audrey ou Anne-Sophie, ou est-ce qu'on s'en arrête là? Écoutez, merci à tous. J'espère qu'on a été assez clair. C'est pas toujours évident. Après, vous avez nos coordonnées sous le PowerPoint qui vous a été présenté. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je pense qu'il y aura de nombreuses questions lors de l'application de cet avenant. Peut-être pas tout de suite, mais plus courant janvier. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Merci de votre écoute et puis on reste à votre disposition, bien évidemment. Voilà, juste peut-être pour conclure, effectivement, ce qui était clair sur une présentation, le principal point, ça sera de le traduire auprès des salariés des différentes structures pour qu'ils comprennent bien le changement, parce qu'il y aura sans doute beaucoup de questions quand même qui vont arriver. Voilà, donc je pense que l'enjeu aussi. Merci Laurent. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.